le léopard a attrapé facilement le jeune impala. Sa mère n'a rien pu faire. C'est dans l'ordre des choses. C'est un jour ordinaire, ou presque. Alors on peut imaginer peut-être qu'après la nuit, pour la savane aussi, Noël sera jour de fête. La journée du 24 a commencé gaiement. Mais en vérité, c'est comme cela tous les jours. Au lever du soleil dans la savane, il y a animation et bonne humeur. De janvier à décembre. Mais en décembre, ailleurs, on sort les sapins. Ici, ce sont les acacias qui font office d'arbres à épines. La nature a dispersé quand même dans la savane une multitude d'indices qui font penser que pour elle aussi, c'est jour de fête. Au bout de lianes parasites entremêlées au feuillage, pendent ces fruits. Ils font penser à des boules de Noël. On voit aussi un peu partout des guirlandes accrochées aux branches. Ce sont les fleurs d'un mimosa, le Mimosa cinerea. Elles apparaissent précisément à cette période de l'année. Elles font si bien illusion qu'on appelle parfois cet arbuste l'arbre de Noël du bush. Mais il y a encore autre chose pour parfaire le décor et créer l'illusion. Cela ne dure que quelques jours et c'est précisément en cette période de fête. On peut voir, ici ou là, quand on approche du domaine des tortues d'eau douce, les restes d'une neige improbable. Si l'on observe avec attention la matière, plus ou moins immaculée, accrochée au tronc, aux herbes ou aux branches, on remarque que dans tous les cas, elle surplombe un point d'eau. On doit ces ponctuations insolites à un animal qui, comme le python, sait se montrer discret dans le paysage et qui, comme lui, est un animal à sang-froid. C'est de la chiromante qu'il s'agit, une grenouille arboricole. En temps ordinaire, elle se confond avec les branches. En période de reproduction, elle s'expose de façon spectaculaire. Grâce à des disques adhésifs, cette rainette grise reste bien accrochée en position verticale au moment de l'accouplement. Car c'est là d'un accouplement qu'il s'agit. Les mâles, qui sont souvent à plusieurs et toujours plus petits que la femelle, s'accrochent à son dos.
et battent ses sécrétions à la façon d'œufs en neige. À force de battements, la mousse prend du volume. Elle va durcir à l'air et la femelle y pondra ses œufs. Les têtards vont naître à l'abri de ce nid d'écume, puis tomber dans l'eau en contrebas pour y poursuivre leur transformation, ce qui va prendre quelques semaines. C'est dire que, comme grenouilles, leurs petits vont manquer Noël. D'ailleurs, dans la savane, tout le monde a déjà eu son cadeau. C'est le même pour tous et c'est le même chaque année. Et chaque année, pourtant, les animaux l'accueillent avec le même bonheur. Voilà ce dont il s'agit, d'une profusion d'herbes vertes. Cela plaît aussi bien aux grands qu'aux petits. Pour l'alecto à bec rouge, cette herbe haute n'est pas le cadeau en lui-même. C'est comme du papier d'emballage. Ce qui compte, c'est ce qu'on y trouve. Ce sont évidemment les herbivores qui sont les plus gâtés. Voilà une herbe fraîche et tendre, si nutritive, si facile à cueillir qu'elle va permettre de diminuer un peu le temps passé à brouter. C'est un régal pour tout le monde et un don du ciel pour les femelles en perspective de maternité. Pour les impalas, c'est simple. La période des naissances coïncide précisément avec l'arrivée de l'herbe verte. Et si la végétation tarde un peu, les femelles font durer la gestation. Au moment de Noël, on voit en savane une multitude de petites gazelles. Elles ont 1, 2 ou 3 semaines à peine et sont plus souvent ensemble qu'avec leur mère. Chez les impalas, les mères n'ont généralement qu'un petit. Et en vérité, ils ne les intéressent guère. Alors, pendant qu'elles vont brouter ailleurs, les bébés sont regroupés quelque part au milieu de la harde et placés sous la surveillance d'1 ou 2 femelles de garde. Ces regroupements de bébés ont un nom. Les scientifiques parlent de crèche. Voilà donc à quoi ressemble une crèche dans la savane. Ce 24 décembre, à 11 h, la température de l'air est déjà de 30 degrés. La plupart des animaux sont en quête d'un peu de fraîcheur. Ils réduisent au maximum leur activité, mais assurent quand même l'essentiel. Ce qui veut dire, pour ce grand mâle, avoir en permanence un œil sur ses femelles et ramener celle qui s'éloigne un peu au sein de son harem. La démonstration est efficace pour toutes celles qui seraient tentées par une escapade. On estime à moins de 2% le nombre de femelles qui chaque année quittent son clan pour un autre. À midi, pendant que la huppe s'est mise au frais pour faire sa toilette, un groupe d'éléphants se déplace en plein soleil.
c'est parce qu'il connaît un point d'eau et va s'y rafraîchir. Autrement, il n'y a guère que le caméléon qui soit à ce moment en pleine activité. Comme son métabolisme augmente avec la température ambiante, c'est le bon moment pour lui de se mettre en chasse. Par contre, ce n'est plus l'heure pour les chiens sauvages. Toute la meute s'installe à l'ombre et s'abandonne à un repos réparateur. Les ventres sont bien remplis, probablement de viande d'impala. Ici, c'est pour ces carnivores la source quasi exclusive de nourriture. La meute est très hiérarchisée et pourtant, il n'y a aucune tension tangible entre ses membres. Et quand il s'agit pour un retardataire de trouver sa place à l'ombre au milieu des autres, on ne voit pas de signe de contrariété ou d'irritation pour le dérangement. À la sieste ou à la chasse, ces chiens sont inséparables. Ce sont des prédateurs terriblement efficaces, d'autant qu'ils sont dotés d'une ouïe et d'un odorat hors du commun. Les chiens sauvages détectent facilement tout gibier potentiel à son odeur. Mais les chiens eux-mêmes dégagent une odeur très forte qui révèle leur présence ou leur passage. Cela incite les proies à s'éloigner et les parasites à s'installer. À quelques centimètres de là, on assiste à une prédation entre mini-carnivores. Les fourmis attaquent un chilopode. Cette fois, les crochets venimeux que le centipède utilise d'ordinaire pour tuer ses victimes ne lui sont d'aucun secours. Voilà une autre espèce de fourmi, et la même démonstration. Par une attaque en groupe, on peut venir à bout de beaucoup plus gros que soi. Chaque fourmi instille une petite dose de venin à ce bousier. Ses efforts pour se débarrasser de ses assaillants sont sans effet. Il sera rapidement empoisonné. En cette veille de Noël, on espère de meilleures nouvelles pour tous les herbivores et notamment pour ces femelles waterbuck. Leur pelage, le plus long chez les gazelles, est parfait pour cette période de fête, mais dans l'autre hémisphère. On a cru longtemps que les grands poils du waterbuck servaient à le protéger des prédateurs. Ils sont couverts d'une couche huileuse à forte odeur de musc et cela gâcherait le goût de la viande. En vérité, les lions se servent régulièrement dans leur rang. Pas à cause de cette marque qui ferait office de cible, mais parce qu'ils savent où les trouver. Les waterbucks se déplacent de moins d'1 kilomètre par jour et doivent boire régulièrement. Un guépard ne devrait pas présenter de danger pour ces antilopes.
Les éléphants ont retrouvé leur point d'eau. Voilà sans doute l'un des plus beaux cadeaux dont puisse rêver un éléphant. Se rafraîchir en s'immergeant complètement grâce à une trompe qui fait office de tuba. Si un congénère peut se mêler à ces jeux aquatiques, là, le plaisir est total. Entre ces deux mâles de taille sensiblement identique, la hiérarchie n'est pas clairement établie. Le bain est l'occasion de se livrer à des démonstrations de force et de faire preuve d'un peu d'esprit de compétition. Les éléphants eux-mêmes ne savent sans doute pas faire la part du jeu et du sérieux dans ces affrontements sans conséquences. Idéalement, et c'est le cas ici en cette période de Noël où les mares sont pleines, les éléphants prennent un bain quotidien. On se baigne toujours après avoir étanché sa soif. Et on termine le plus souvent la baignade par quelques projections de boue qui, en séchant, formeront sur la peau une couche protectrice. C'était un moment essentiel dans le programme quotidien des éléphants. Le programme sans surprise de ceux à qui il ne peut rien arriver. Cette belle journée va se poursuivre en mangeant. Ils vont se gaver d'herbe, même si la silice qu'elle renferme peut user prématurément leurs dents. Il n'y a pas la même sérénité chez les waterbucks. Leur groupe a dû se disperser précipitamment. Et comme toujours en cas d'alerte, tout le monde a été vers le point d'eau. Une jeune femelle manque à l'appel. Voilà l'absente. Le guépard s'est offert ce festin. Chaque fois qu'il le peut, le guépard tire sa proie à couvert. Ici, l'ombre fera l'affaire. La carcasse y sera plus discrète. Le félin y retrouve ses frères et tout s'explique. Jamais un guépard qui pèse une cinquantaine de kilos ne pourrait à lui seul venir à bout d'un waterbuck qui pèse au moins 2 fois plus. Mais les guépards étaient 4. 4 jeunes mâles, tous frères. Les coalitions de jeunes mâles sont courantes. Elles comptent souvent 2, parfois 3 individus. Il est très rare que 4 guépards s'associent. L'intérêt des coalitions n'est pas évident. Bien sûr, cela permet de capturer de plus grosses proies. Mais ensuite, il faut les partager et le risque est toujours grand de se les faire voler. Avec un guetteur, on pourra éviter l'affrontement. Mais cela ne changera rien à l'affaire. Si un lion, un léopard, une hyène s'approchent, il faudra abandonner la prise.
L'arrivée des vautours n'est pas un problème en tant que tel. Comme ils sont 4, les guépards pourraient les tenir à distance. Mais les oiseaux ont sans doute été repérés par d'autres prédateurs qui convergent déjà vers la carcasse. Alors on mange beaucoup. On mange vite. Allez, encore quelques bouchées. Les guépards ont été gâtés. Ils ont eu leur repas de Noël un peu avant l'heure. Ensuite, l'après-midi du 24 fut d'une banalité absolue. Les animaux restaient souvent à l'ombre. Quelques-uns mangeaient, mais globalement, la savane manquait vraiment d'enthousiasme. Comme d'habitude, veille de Noël ou pas, on a attendu pour reprendre vraiment les activités que le soleil soit à 2 heures de son coucher. Les bébés impala étrennent un peu leur motricité. Les petites gazelles sont capables de se tenir debout 10 minutes à peine après la naissance. Dès qu'elles ont 2 jours, elles doivent pouvoir suivre les déplacements du groupe. Ce clan imposant d'une centaine d'individus est dominé largement par les femelles et leur progéniture. Mais quelques jeunes mâles célibataires vivent à leur côté. On les reconnaît facilement puisque chez l'impala, seuls les mâles portent des cornes. Et ils s'en servent. Ces jeunes qui s'affrontent sans cesse, plus ou moins sérieusement, sont déjà capables de se reproduire. Mais ils devront attendre d'avoir 4 ans pour prétendre à leur tour à la possession d'un harem. Les femelles sont soumises en permanence à la paranoïa du mâle dominant. Elles sont amenées à s'accoupler dès l'âge de 18 mois. Elles portent alors leurs petits environ 200 jours. Au bout de cette longue gestation, on a, pour Noël, tous ces bébés vigoureux et bien sages. Il y a quelque chose qui frappe chez les impalas. Quel que soit leur âge, c'est l'état de leur pelage. Le plus souvent parfaitement propre, parfaitement lisse. C'est à la fois un signe de bonne santé et le garant d'un bon état général. C'est le résultat de quelques particularités. Non seulement l'impala est le plus petit des mammifères à tolérer l'assistance des pique-bœufs, mais même ces individus les plus jeunes acceptent cette aide précieuse. Elle est parfois un peu envahissante, mais se révèle très efficace pour les débarrasser des tiques. Pour le reste du dispositif d'hygiène, il faut aller voir du côté des singes. Et plus précisément ici, des babouins. Les babouins et les impalas se retrouvent souvent ensemble au même endroit. Sans pouvoir dire que l'un cherche systématiquement la présence de l'autre, le fait qu'ils se côtoient ainsi relève sans doute moins du hasard que de la connivence.
Il y a peu d'explications définitives sur ce voisinage. Peut-être faut-il considérer que dans cet environnement où le léopard est le prédateur des deux espèces, elles peuvent s'alerter mutuellement. À moins qu'il ne s'agisse d'intérêts communs de nature alimentaire. En tout cas, les deux espèces ont eu 1000 occasions de s'observer l'une l'autre. Et puisque c'est un soir particulier, pourquoi ne pas imaginer à ce propos un conte de Noël? Les singes se savaient agiles, mais ils se trouvaient très laids, et même, pour tout dire, un peu vulgaires. Ils enviaient à leurs voisins les impalas leur élégance et leur grâce naturelle, mais savaient qu'ils ne pourraient jamais rivaliser avec eux sur ce point. Alors, ils ont décidé de les concurrencer sur un autre terrain, la propreté du pelage. Et les singes avaient pour cela un avantage sur les antilopes, des mains. Elles leur permettaient d'enlever avec précision la moindre bestiole, la moindre peau morte chez leurs congénères. Comme les impalas craignaient de perdre le titre du plus beau pelage, ils se sont mis eux aussi à se nettoyer les uns les autres. La vérité, c'est que les impalas sont les seuls mammifères à sabots à pratiquer l'épouillage mutuel. On observe ce rituel chez les animaux des deux sexes, et même chez les mâles célibataires. C'est la seule occasion où ils acceptent qu'un de leurs congénères les approche à moins de 2 mètres. Les jeunes sont aussi concernés par cette pratique. Dès leur premier jour, les bébés impalas s'occupent du pelage de leurs petits voisins. Une heure avant le coucher du soleil, juste avant d'entrer dans la nuit de Noël, avec des familles rassemblées, des processions se mettent en marche. Mais il y a famille et famille. Celle soudée et solidaire des éléphants, où chacun est attentif à tous les petits du groupe. Et celle des impalas, gazelles indifférentes les unes aux autres, qui ne se déplacent ensemble que par instinct grégaire. À l'approche de la nuit, quand les hyènes quittent leurs petits pour se mettre en chasse, les impalas doivent redoubler d'attention. D'autant que la végétation est dense et propice aux embuscades. À cette heure, l'attaque peut venir aussi d'un léopard ou d'un lion. Mais ceux-là, à l'évidence, ont autre chose en tête.
Au cours des prochaines heures, les lions vont s'accoupler toutes les 20 minutes. Non pas parce que c'est Noël, simplement pour tenter d'assurer leur descendance. Pour chaque lionceau qui arrive à l'âge adulte, on estime qu'il faut 3000 de ces accouplements. Le jour de Noël a commencé sous la pluie. Et ce n'est pas surprenant. En Afrique australe, Noël marque le début de l'été. Les journées sont chaudes et l'atmosphère est gorgée d'humidité. En fait, il n'y a rien qui puisse vraiment contrarier l'entrain ni les activités de chacun. Quand la pluie s'est arrêtée, aussi soudainement qu'elle s'était mise à tomber, on a vu que des champignons avaient poussé sur le crottin gorgé d'eau. Les impalas, qui s'arrêtent toujours de brouter quand il pleut, ont repris leur phase alimentaire. Un léopard les observe de loin. Personne ne peut dire alors s'il respectera ou non la trêve de Noël. Il est tombé durant la nuit une telle quantité d'eau que les cours d'eau saturés ont débordé par endroits. La savane inondée offre de belles opportunités à tous ceux qui cherchent en ce jour de fête à améliorer l'ordinaire. Cette cigogne épiscopale aimerait trouver une grenouille qui ferait ses délices. Le marabout, lui, a déjà trouvé un gros batracien. Au moment de Noël, les grenouilles ne sont pas vraiment à la fête. Les prédateurs peuvent arriver de partout. Et même l'ombrette fait des carnages dans leur rang avec sa prédilection pour les têtards. Sur chaque pièce d'eau, ou presque, on retrouve un héron cendré en embuscade qui enchaîne les prises. À peine a-t-il avalé sa grenouille qu'il se positionne déjà un peu plus loin pour en capturer une autre. Au lieu d'ingérer directement sa prise, on dirait que l'échassier prend plaisir à la garder en vie au bout du bec. En fait, s'il la plonge et la replonge plusieurs fois dans l'eau, ce n'est pas pour prolonger son supplice, c'est pour la laver. Avant de l'avaler, le héron doit débarrasser la grenouille des substances toxiques qui l'enduisent. La savane déroule à l'infini ce bel habit vert.
son écrin d'opulence. Il y a en ce jour sacré abondance de nourriture, même si la plénitude des uns se pèse souvent par la mort de quelques autres. Ces hirondelles, enivrées par la profusion d'insectes, sont des hirondelles à ventre roux. Il existe une centaine d'espèces d'hirondelles. Celles-ci, qui mesurent une vingtaine de centimètres, sont parmi les plus grandes. Comme autant de présents disséminés ici et là pour le bonheur de leurs prédateurs, les insectes ponctuent les herbes hautes, les fleurs, les feuilles et les branches. Ce petit monde se défend comme il peut, en choisissant des stratégies souvent contradictoires. Ces chenilles arborent des piquants et des couleurs voyantes pour dissuader leurs agresseurs. Une autre joue la discrétion. Elle prend l'apparence d'une fiente d'oiseau pour échapper à leur attention. Ce qui fonctionne parfaitement avec ce koucal qui va voir ailleurs. Dans la crèche, les petits impalas sortent peu à peu du sommeil. Et comme tous les bébés, leur premier souci au réveil est de chercher leur mère pour téter. Celui-ci constate très vite qu'il n'est entouré que de ses petits compagnons et d'une ou deux femelles de garde. Sa mère est sans doute un peu plus loin, mais il ne sait où. On peut s'étonner qu'elle se montre aussi insouciante avec un petit aussi jeune. En tout cas, elle ne se précipite pas pour le nourrir. Il tente alors sa chance auprès d'une des femelles de garde. Peine perdue. Identification négative. Ce n'est pas son jeune, il ne pourra pas téter. Si le jeune impala veut manger, il doit trouver sa mère. En réponse à ses appels, la petite gazelle n'entend que des chants d'oiseaux. D'abord, celui bien caractéristique, en deux temps distincts, de l'outarde à ventre noir. Et puis, le chant du francolin, qui relève d'ailleurs davantage du cri que de la mélodie. Comme il y a dans la savane près de 300 espèces d'oiseaux et qu'ils chantent en même temps ou tour à tour, on a un peu le sentiment que tout le monde y va de son couplet pour fêter Noël. La vérité est plus prosaïque. En fait, tous ces oiseaux se cherchent un partenaire. Chez le martin-pêcheur du Sénégal, quand le couple est formé, il est impossible de distinguer le mâle de la femelle. Par contre, c'est facile chez les tisserins intermédiaires en période de reproduction. Le mâle se reconnaît alors à son masque noir caractéristique. Pour tous les tisserins, la période de Noël est un moment privilégié pour préparer les naissances. À ce moment, les mâles se retrouvent par dizaines, voire par centaines, dans un même arbre pour y construire leur nid, et ce,
malgré la concurrence qui les oppose. Car chez ces oiseaux, la femelle ne choisit pas un partenaire, elle choisit un nid. Et c'est le constructeur du nid sélectionné qui gagne le droit de s'accoupler. On voit bien l'intérêt pour les mâles de choisir cette période. Elle fournit aux oiseaux une matière première précieuse, de longs brins d'herbe verte dont la souplesse se prête bien au tissage. La technique est immuable. Elle commence par le choix d'une branche, toujours dirigée vers le sol. On dégage un peu les feuilles alentour et on procède à la construction d'un arceau dont la partie inférieure servira de perchoir tout au long des travaux. Les oiseaux dont l'ouvrage est terminé se positionnent à l'entrée de leur nid et se mettent à battre frénétiquement des ailes. C'est le signal pour les femelles qu'il y a une construction à visiter et un compagnon disponible. En ce 25 décembre, la savane est pleine d'animaux qui vont avoir ou qui viennent d'avoir leurs petits. Et cela les occupe. Les parents sont par nature plus ou moins attentifs et vigilants. Et la progéniture, plus ou moins dissipée. Chez les hyènes tachetées, les petits ne s'éloignent pas du terrier. Ils peuvent jouer dehors, mais seulement en présence de leur mère. La maman est plutôt tolérante avec ses deux rejetons chahuteurs qui passent la plupart de leur temps à se battre. Ceux-là sont frères et sœurs. Quand les petits ne s'affrontent pas, ils s'entraînent. Du moins, ils travaillent leur mâchoire. À force de mordre du bois dès leur plus jeune âge, elle va acquérir une force phénoménale. Lorsqu'ils seront adultes, ils pourront briser n'importe quel os et ces os vont entrer, pour une large part, dans leur régime alimentaire. On pense que c'est pour cela que les mères ont d'aussi longues lactations. Et leurs petits en profitent bien. Alors que la plupart des canidés sont sevrés à 2 ou 3 mois, les hyènes peuvent profiter longtemps de la chaleur maternelle. Ils tètent souvent encore à l'âge de 1 an. En ce jour de Noël, les menus sont plus ou moins ragoûtants et les banquets souvent animés. Pendant que les bousiers font bombance, un milabre oculé dévore en toute tranquillité des pétales de fleurs. Ce gros coléoptère très voyant n'a rien à craindre des oiseaux ni d'autres prédateurs éventuels. En cas d'attaque, il fait suinter au niveau de ses articulations de la cantharidine, un poison qui fait exploser les cellules. Et si fortement dosé,
qu'il ne laisse aucune chance à ses assaillants. De toute façon, le touraco concolore n'est pas tenté. Il ne mange que des fruits. Comme il doit boire souvent, il passe Noël au bord de l'eau en compagnie des oiseaux pêcheurs et de ceux qui devraient l'être. Car le martin pêcheur du Sénégal est contre toute attente insectivore. C'est un martin pêcheur qui ne pêche pas. Et si on le voit plonger dans l'eau, c'est qu'il fait un brin de toilette. Repas de Noël paisible, mais un peu triste pour cette jeune lionne qui se retrouve toute seule pour manger. Preuve de l'abondance du moment, il reste encore beaucoup de viande sur cette carcasse abandonnée. Sans surprise, d'autres convives se sont invités, qui sont déjà rassasiés. La lionne ne s'est pas gavée. Après avoir absorbé 5 ou 6 kilos de protéines, elle abandonne à son tour le buffle mort. Le léopard se tient à l'écart. Il hésite à descendre, mais choisit finalement de rester dans son arbre pour y paresser. Après tout, Noël est jour de repos. Et pourquoi chasser puisque ses gardes-manger sont bien gardés? Cette habitude de grimper les proies dans les arbres est directement liée à la présence de grands prédateurs. Dans les régions où le léopard n'est pas confronté à la concurrence des lions, des hyènes ou des chiens sauvages, il laisse ses proies au sol. En cherchant sa mère, le petit impala s'est éloigné du groupe. À défaut de lait maternel, il goûte déjà avec intérêt aux feuilles et aux herbes qui seront sa nourriture d'adulte. Il semble assez insouciant. Mais chez l'impala, le sevrage n'intervient qu'à 4 mois et demi. Et faute de lait, le petit va mourir, même s'il échappe par miracle à tous ses prédateurs. En fait, la harde n'est pas loin, et il y a nécessairement parmi toutes ces femelles, celle qu'il a mise au monde il y a moins d'1 mois. Il faut rejoindre les autres, ne pas se décourager et accepter encore des déceptions, encore de l'indifférence. Comme c'est Noël, l'histoire doit bien se terminer. Alors, on assiste enfin à des retrouvailles et au bonheur du bébé, même s'il se nourrit moins d'amour maternel que de bonnes doses de lait. Une fois encore, c'est juste le maître du harem qui crée cette panique dans la harde, en poursuivant un concurrent. Qui peut dire aujourd'hui si dans 1 an, ce beau célibataire aura su imposer ses cornes pour prendre le contrôle de la harde? Ou si ces jeunes passeront l'année sans encombre.
Mais il y a au moins une certitude. Bientôt, les fleurs du mimosa vont faner. Il se passera des jours et des jours, puis reviendra le temps de Noël, avec toutes ses naissances et son herbe tendre.